On a souvent parlé d'enfants martyrs sur cette chaîne. Et je dois vous dire que j'ai rarement entendu une histoire comme celle de Dabedito. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la secte La Famille. Et peut-être que vous avez aussi déjà entendu parler de leur terrifiante émission pour enfants Life of Grandpa. Cette émission, sous couvert de leçons de vie et de bons sentiments, n'était ni plus ni moins que de la propagande visant à favoriser l'endoctrinement des enfants. On pouvait y entendre en boucle à quel point il faut toujours écouter les adultes, ne jamais remettre en question leurs paroles, et puis pas poser de questions, surtout pas. Traduction, on se tait les enfants, on obéit sans réfléchir aux adultes, y compris ceux qui voudront abuser de vous. C'est ça le message qu'il fallait comprendre en filigrane, puisque la famille n'est autre qu'une secte sexuelle. Chacun des personnages de cette émission représente une vraie personne, le gourou, sa femme, leurs enfants et parmi eux, le petit Dabedito. Pour vous donner une idée de son calvaire, je vais juste vous lire un passage de Wikipédia. Dabedito a, je cite, « Dès son plus jeune âge, été élevé dans un environnement fortement abusif sexuellement. Il a été abusé sexuellement et violé par de nombreuses personnes, y compris une cohorte de nounous adultes. » Fin de citation. Des adultes ont donc sciemment détruit cet enfant et répertorié quasi quotidiennement son calvaire dans un livre intitulé « L'histoire de Dabedito ». Découvrez aujourd'hui sa terrible histoire. Salut, moi c'est Lilia, bienvenue sur YouCrime. La vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de surfer sur internet en toute sécurité. Ainsi, toutes vos données vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, toutes vos photos, vos mots de passe et vos informations bancaires sont protégées. Et tout cela sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs partout dans le monde, il va vous permettre de cacher votre adresse IP et ainsi de naviguer de manière privée et sécurisée. Comme ça, vous avez accès à du contenu auquel on n'a pas accès habituellement. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des films ou des documentaires true crime sur le Netflix US et ça marche aussi pour Amazon Prime. Et je m'en sers également pour faire mon shopping en ligne. Comme la plupart d'entre vous, moi aussi j'ai fait énormément d'achats de Noël sur internet et grâce à Surfshark, je sais que je suis protégée des fraudes. Car Surfshark me protège des fraudes à la carte bancaire, me débarrasse des logiciels malveillants et des publicités indésirables. Mais ce n'est pas tout, grâce à Surfshark, je peux aussi utiliser le Wi-Fi public de manière sécurisée. Car le Wi-Fi public c'est super pratique, mais c'est vraiment pas sécurisé. Grâce à Surfshark, je peux utiliser le Wi-Fi public sans qu'on me pirate ma carte bleue ou qu'on me dérobe mes informations personnelles. Mais le plus grand avantage de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Grâce à Surfshark, plus d'augmentation de prix chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte d'un site. Qui permet de faire vraiment des économies. On a vraiment le temps de choisir les chambres d'hôtel, les vols et les billets de train au meilleur prix. Je vous le recommande vraiment si vous partez en vacances cet hiver, car toutes les économies que vous faites sur les vols ou les hôtels, ça vous permet de vous faire une petite enveloppe pour pouvoir profiter à fond de vos vacances. Mais le plus important, c'est qu'en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a un excellent rapport qualité-prix. Il a plus d'avantages que tous les autres VPN du marché et en plus, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs appareils différents et en plus tous en même temps. Donc si vous comptiez choisir un VPN, n'hésitez pas à tester celui-ci. En plus, avec le lien en barre d'infos, vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits. Le lien, c'est surfshark.com/youcrime où vous pouvez également scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et vous avez même une garantie de remboursement de 30 jours. Comme ça, vous pouvez le tester, vous faire votre propre avis. Et voilà, si vous n'aimez pas, vous êtes remboursé. N'hésitez pas à le tester, vous ne le regretterez pas. Allez, je vous laisse avec la vidéo, mais avant, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et de bonnes fêtes au cas où on se revoit pas. Je me doute que l'histoire de la famille, vous connaissez déjà, mais ne vous inquiétez pas, vous nous connaissez, on va plutôt s'attarder sur des informations assez peu relayées. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler de Dabedito et de ses sœurs. La famille, c'est juste la toile de fond. Et attention, les sujets abordés dans cette vidéo, tels que l'inceste ou encore la pédocriminalité, sont des sujets sensibles, pouvant ne pas correspondre à tous. Et on remercie Surfshark, grâce à qui cette vidéo a été possible, et grâce à qui rien n'a été bipé pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Commençons. Dabedito, donc ça s'écrit Davidito, s'appelle en réalité David Moses Zerbi. Enfin, s'appelait puisqu'à l'âge adulte, il fera le choix de changer d'identité tant porter le nom de sa génitrice lui était devenu insupportable. Il a vu le jour le 25 janvier 1975 à Tenerife, dans les îles Canaries en Espagne, et sa mère, qu'il serait plus juste d'appeler génitrice, est une certaine Karen Zerbi, qui n'est autre que la chef spirituelle de cette secte aujourd'hui appelée la famille interdite.
international. Et je vous affiche d'ailleurs à l'écran les différentes dénominations de ce mouvement, comme si changer de nom pouvait faire oublier les scandales. Lorsque Dabedito voit le jour, cette secte existe depuis 7 ans. Elle a été fondée par un ancien pasteur en 1968, le fameux David Berg. Il était alors âgé de 50 ans et venait tout juste de se faire virer de son église pour inconduite sexuelle. Et oui, on est en présence d'un obsédé/détraqué sexuel. On peut remercier sa maman, Virginia Berg, qui a passé tout son temps libre à terroriser son fils. Un jour, par exemple, elle avait surpris la domestique en train de caresser le gourdin de David, alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon. Et plutôt que de s'en prendre à l'agresseuse, Virginia s'en est pris à son fils. Elle l'a battu et menacé de le castrer. Et comme ça arrive souvent aux enfants abusés, David s'est très tôt mis à se masturber compulsivement. Alors tous les 4 matins, Virginia sortait un couteau et le menaçait de lui couper la nouille. Et tout ça, bien évidemment, entre autres choses et entre 2 apprentissages de la Bible. Le résultat, c'est que David Berg est devenu un pasteur détraqué sexuel. Il avait vraiment 2 passions dans la vie, la religion, qu'il interprétait à sa manière, et le sexe. L'un n'allait pas sans l'autre. Et donc, après avoir été viré de son église, en colère et frustré, il a créé son propre mouvement. Et en fait, il en rêvait depuis toujours. Chaque enfant a des rêves et celui de David Berg, c'était véritablement de devenir un gourou, une sorte de messie, un messager. Alors vous connaissez le principe d'une secte. Au début, ça promeut toujours de belles valeurs, l'amour, la fraternité et j'en passe. Et une fois les adeptes endoctrinés, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Berg visait principalement de jeunes hippies idéalistes, des toxicomanes, des délinquants et des personnes atteintes de pathologies mentales sévères. Voilà, son cœur de cible, c'était les jeunes vulnérables ou désaxés, raison pour laquelle la toute première dénomination de la secte a été Teens for Christ, à savoir les adolescents pour le Christ. Il avait l'habitude de squatter un bar d'Huntington Beach et c'était complètement saoul, parce qu'il était alcoolique, qu'il prêchait la bonne parole, implorant ses adeptes de rejeter la société. Oui, parce que le monde moderne est corrompu. Il les implorait aussi de s'éloigner de l'orthodoxie chrétienne traditionnelle, prônant au passage la vie en communauté, l'entraide, l'amour de Dieu, usant et abusant d'éléments de contre-culture. La contre-culture, c'est un mouvement qui s'oppose au capitalisme, à l'individualisme, à la consommation à outrance et même au socle familial. C'est cocasse quand on sait qu'il appellera bientôt son mouvement la famille. Voilà, il promet à tous un monde idéal. Au début, il prônait des enseignements assez standards de la Bible, à une exception près. Il annonçait déjà que la fin du monde approchait et que les uns et les autres devaient rejoindre le culte pour sauver leurs âmes. Et alors que le mouvement ne compte qu'une centaine de membres et qu'ils se sont tous rendus en rang serré à un rassemblement évangélique ayant lieu à Phoenix, la route de David Berg va croiser la route de la jeune Karen Zerby, âgée de 23 ans, qui est celle qui deviendra la mère de Dabedito. C'est tout à fait par hasard, en se baladant dans la rue, qu'elle est tombée sur les Teens for Christ. Piquée par la curiosité, elle a écouté le prêche enflammé et aviné de David Berg. Et là, ça a été le coup de foudre, ça a fait tilt au point où elle a aussitôt décidé de tout plaquer pour rejoindre le mouvement. Et voici l'histoire de celle qui, plus tard, violera son fils. J'imagine qu'on peut aussi remercier ses parents, puisque Karen est la fille d'un pasteur presbytérien très strict. Obsessionnellement strict même. Pour discipliner leurs enfants avec sa femme, il battait Karen et ses frères et sœurs. On peut presque parler de torture. La fratrie était en permanence couverte de bleu. Les enfants n'avaient le droit de rien faire, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de jouer, de danser, d'aller au cinéma, de porter des bijoux ou encore de se maquiller. Karen vivait dans la peur permanente de ses parents et les seules distractions, c'était quand son père logeait des prédicateurs et autres missionnaires évangéliques à la maison. Ils avaient toujours des tas d'histoires passionnantes à raconter, des histoires où ils décrivaient comment ils sauvaient des âmes, et Karen était fascinée par leurs récits. En grandissant, elle est devenue timide et solitaire. Elle était décrite par son entourage de l'époque de la manière suivante: douce mais presque terne, sans éclat, affublée de lunettes épaisses, coiffée d'un carré ondulé, dotée d'un sourire édenté, portant des robes pastel, je cite, de style campagnard, tombant au-dessous des genoux, et dont la compétence principale était la sténographie, qui est la capacité à écrire aussi vite qu'on ne parle.
Donc, quand elle rejoint les Teens of Christ, elle a mis ses compétences de sténographe à profit. C'est elle qui retranscrivait les discours de Berg. Elle a joué un rôle déterminant dans la diffusion de son message. Elle est donc rapidement devenue son bras droit et une chose en entraînant une autre, elle s'est rapidement retrouvée dans son lit. Et ça, c'était le cas de toutes les adeptes. Et Berg n'a pas hésité à quitter Jane, sa femme, mettant ainsi un terme à 25 ans de mariage pour épouser Karen. Rapidement, le mouvement se radicalise. Voilà que Berg s'autoproclame dernier prophète ou encore roi. Il se fait surnommer Mo, Grandpa et j'en passe. Voilà qu'il prédit la fin imminente de l'Amérique face à l'inefficacité de l'Église. Il encourage ses adeptes à former des communautés chrétiennes primitives telles que décrites dans les livres saints, dans lesquels les adeptes partagent tout. Les adeptes sont priés de couper tout contact avec leurs proches, ça c'est la base. Le mouvement prend petit à petit de l'ampleur, il change de nom, devenant la famille. Voilà, on est une belle et grande famille, on s'écoute, on s'aime, on s'entraide et bien sûr, prière d'abandonner toutes ses possessions au profit du mouvement et plus exactement de Berg. Et c'est presque dès le début que Berg va mettre en place le fameux flirty fishing. C'est l'endoctrinement par la séduction, par les rapports sexuels. Et pour convaincre ces adeptes assez récalcitrantes, au début, à l'idée de se prostituer, il utilise l'évangile. Tout ça, c'est pour l'amour de Dieu. Sauvons le plus d'âmes possible de l'apocalypse à venir. Le but, c'était de convertir un maximum de monde, mais pas que, c'était aussi de gagner un maximum d'argent, puisque celles qu'il n'hésitera pas à appeler les prostituées de Dieu devaient privilégier les gros poissons, à savoir les hommes seuls et fortunés. Et elles devaient, tant qu'à faire payer leurs services. Et pour celles qui refusaient, c'était la porte. Et pour bien leur mettre la pression, chaque colonie devait remplir des formulaires, c'était des rapports signalant le nombre de flirty fishing pratiqués, afin que Berg puisse vérifier leurs statistiques et sévir au besoin. Tout au tapin, mesdames. Alors, certaines ont quand même dit « mais c'est risqué ». Ce à quoi Berg, qui a réponse à tout, a répondu, je cite « Si vous êtes violé, ne résistez pas. Si ça arrive, c'est de votre faute, car c'est là la volonté de Dieu. » Et il est même allé plus loin. Il a dit « Ne résistez pas non plus si on essaye de vous tuer, car, encore une fois, c'est la volonté de Dieu. Faites confiance et obéissez. » Fin de citation. Et je précise que l'usage de préservatifs était bien évidemment interdit, puisque plus il y a d'enfants, et mieux c'est pour le mouvement. Et il y en a une qui va foncer tête baissée, c'est Karen. Après un relooking, elle prend des cours de danse, direction les boîtes de nuit de Londres, où est alors installé Berg. Et elle va cravacher. Elle va forniquer autant que faire se peut avec toujours plus d'inconnus pour tenter de les convertir. Et c'est une stratégie qui va se révéler payante. Le mouvement prend rapidement énormément d'ampleur et toujours plus de communautés se forment aux quatre coins des États-Unis. Et voilà que Berg prédit, je cite, « la venue d'un dictateur appelé l'Antéchrist, la montée d'un gouvernement brutal et son renversement éventuel par Jésus-Christ lors de sa seconde venue. » Il prône donc une révolution spirituelle pour se protéger du monde extérieur appelé le système et composé de systémistes. Après un certain temps, Berg a commencé à s'adresser à ses disciples par le biais de documents illustrés appelés les lettres de Mo. Le contenu de ces lettres devait être pris au sérieux, plus encore que la Bible, et il envoyait ces lettres par courrier à chacune des colonies. Il a publié près de 3000 lettres sur une période de 24 ans. Et c'est l'une d'elles, datant de 1972 et intitulée « Fuis comme un oiseau vers ta montagne », qui va pousser les membres à fuir les États-Unis. Et oui, désormais Berg exige que ses disciples se dispersent dans le monde entier et qu'ils ouvrent des maisons communautaires, de préférence isolées et loin du regard du public et de ses systémistes, et aussi et surtout loin de la juridiction américaine, parce que le flirty fishing commençait à se faire savoir, et forcer ses disciples à se prostituer, ce n'est ni plus ni moins que du proxénétisme, donc punissable par la loi, sans compter que Berg sautait littéralement sur tout ce qui bougeait, voilà, toutes les femmes de son mouvement, et ce sans limite d'âge, toutes celles qu'il avait à portée de main. Enfin, pour lui, c'est sans limite d'âge, mais concernant ses adeptes, au début, il a décrété qu'à partir de 12 ans, c'était OK. Et pourquoi 12 ans? Parce que, je cite, «
Dieu a créé les garçons et les filles capables d'avoir des enfants vers l'âge de 12 ans. Et je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence, mais c'est précisément à cet âge que Karen violera son fils. Mais ça, on y reviendra plus tard. Revenons-en à Berg. Son appétit sexuel est littéralement sans limite. Un ancien adepte a déclaré « Il n'hésitait pas à appeler la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un et éventuellement l'enfant de quelqu'un, et Karen s'assurait qu'il les avait toutes. » Et Karen, elle a bien changé. Elle n'est plus cette femme timide des débuts. Ce qu'elle veut désormais, c'est le pouvoir. Et c'est par le sexe qu'elle contrôle Berg. Un ancien adepte a déclaré « Elle lui a donné des victimes pour consolider ce contrôle, pour prendre le pouvoir sur lui. » Donc cette histoire d'oiseau qui fuit vers la montagne, c'était surtout pour échapper à la justice américaine. Berg, qui avait déjà et depuis un moment pris la poudre d'escampette, et surtout, comme c'est un détraqué sexuel, eh bien, il préparait le terrain en réalité. Puisque peu de temps après, une fois que tout le monde a déménagé à l'étranger, que des familles entières ont tout quitté, rompu les liens avec leurs proches, qu'elles se sont isolées et qu'elles dépendent financièrement de leur communauté, en gros, au moment où elles sont le plus vulnérables, c'est là que Berg va annoncer une grande nouvelle. Désormais, les relations entre adultes et enfants sont autorisées et même encouragées. Qu'elles soient incestueuses ou non, qu'elles soient entre adultes et enfants, qu'elles soient entre enfants et même entre adultes devant les enfants. Mais il ne va pas présenter les choses de manière aussi brutale. Non, il va enrober tout ça. Il explique que le mouvement prône les relations libres et que c'est là un, je cite, partage sexuel au nom de Dieu et que, je cite encore, le diable déteste le sexe, mais Dieu l'aime. David Berg, qui est un homme profondément pervers, va ainsi commencer à prêcher ce qu'il a appelé la loi de l'amour, dont le but est de montrer de l'amour à tous et que cet amour doit être présenté sous forme de sexe et que les enfants donc doivent être instruits sur ce mode de vie dès leur enfance. I practice what I preach, and I preach sex, boys and girls, hallelujah. When you think of Adam and Eve in the Garden of Eden, what are you thinking about? You think about a beautiful naked man and a beautiful naked woman. And what is the first thing that a beautiful naked man and a beautiful naked woman would, of course, naturally do as soon as they saw each other and nobody else around? I think just one look was all it took. I think Adam and Eve are over there behind those bushes right now, busy making not pina colada. I think they're making some other kind of juices. Voilà, les enfants de la communauté deviennent officiellement des buffets à volonté. Ils sont tous des proies, puisqu'ils ne sont pas véritablement élevés par leurs parents. Ils sont élevés par tous les adultes de leur communauté. Voilà, il suffit qu'il y ait un pervers dans une communauté et c'est plié. Alors, je ne vous dis pas le nombre de victimes au sein de la famille. Quant à Berg, il ne se prive pas et depuis longtemps, en plus d'avoir couché avec un max de disciples, il a abusé de ses propres filles. Du moins, tenté puisqu'il ne réussira pas à violer sa fille aînée issue de son premier mariage. Elle était alors jeune adulte et lorsqu'il a tenté de lui faire des avances et donc tenté de coucher avec elle, elle a catégoriquement refusé. Mais sa fille cadette, Faïssi, n'avait pas encore l'âge de s'opposer à lui. Il a donc commencé à la ploter à partir de ses 10 ans. Et puis ça, entre autres choses. C'est un homme qui n'a véritablement aucune morale et qui est, je le répète, pathologiquement obsédé par le sexe. Et je précise tout de même que quand il a annoncé tout ça, il y a quand même eu des adeptes qui se sont barrés. C'était pas du tout ce qu'on leur avait vendu au départ. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, à ce moment que les parents de River et Joachim Phoenix ont quitté le mouvement. Eux qui avaient alors immigré en Amérique du Sud, ils sont retournés vivre aux États-Unis et dans la plus grande précarité. Mais au moins, ils ont quitté le mouvement à ce moment-là. Et à partir de là, Berg va prendre l'habitude de déménager sans arrêt. Et personne ne sait jamais où il habite, pas même les adeptes. Son lieu de vie est toujours gardé secret et il vit en vase clos avec une douzaine de ses adeptes les plus fidèles. En 1974, il quitte Londres pour Tenerife, aux îles Canaries. Karen tapine toujours aussi dur. Berg est impressionné par son dévouement et sa cadence. Il a écrit, je cite, « Cette année-là, Maria, c'est donc comme ça que se faisait appeler Karen à cette époque, Maria a eu 137 relations sexuelles avec 18 employés de l'hôtel Bel Air où notre groupe séjourne.
Ces hommes sexy sont fous de Maria. Et c'est à cette période que Karen tombe enceinte de l'un des serveurs de l'hôtel, du nom de Rodriguez, et son enfant est un garçon, une aubaine pour Berg, qui n'espérait qu'une chose, avoir un héritier mâle. L'enfant sera appelé Dabeditto, Davidito, donc le petit David. Il naît donc en 1975. La secte compte alors 130 colonies réparties à travers le monde et plus de 10 000 membres. Voilà ce pauvre enfant dans le beau drap. Il est officieusement adopté par Berg et surnommé le prince. Mais Karine et Berg ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de lui. Alors il sera élevé par un groupe de femmes appelées les nounous. On leur balance le bébé avec l'eau du bain puisqu'en réalité Karen et Berg n'en ont rien à fiche de Dabeditto. Il dira plus tard qu'ils ne l'ont jamais vraiment aimé. Mais il n'en reste pas moins à cette époque une parfaite vitrine, donc il est ô combien précieux. David et Karen le présentent aux adeptes comme étant une sorte de grand guide qui guidera les disciples à leur mort, le temps que ces deux-là ne ressuscitent d'entre les morts après avoir, je cite, « fait descendre le feu du ciel », feu qui dévorera leurs ennemis. Dabeditto deviendra ainsi le prophète pendant la fin des temps bibliques. Dabeditto par-ci, Dabeditto par-là, alors même qu'il ne sait ni marcher ni parler, le voilà devenu une véritable célébrité auprès des disciples. Il est vénéré comme une divinité et cette attention démesurée aura pour effet de le rendre terriblement timide. Il souffrira toujours d'un profond mal-être en société et aussi et surtout aux côtés des membres du culte qui ne le laissaient jamais tranquille. Et puis comment avoir des rapports équilibrés avec des gens qui vous considèrent comme un dieu vivant? Forcément, ça tronque les rapports. Est-il aimé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il est censé représenter? Donc, c'est alors qu'il n'est qu'un nouveau-né qu'il est confié aux nounous, et en particulier à deux femmes considérées comme, je cite, des flirty fishing d'élite. Ce sont Sarah Cayley, surnommée Sarah Dabeditto, et, dans une moindre mesure, Susan Joy Cotten, surnommée Angela Smith, qu'on va appeler Sarah et Angela. Donc, maintenant, on va se concentrer sur l'histoire de Dabeditto. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la famille, sachez qu'il existe tout un tas de vidéos en français, alors n'hésitez pas à les consulter. Alors, qui sont donc ces deux nounous, toutes âgées à cette époque d'une petite vingtaine? Commençons par Angela. Elle est décrite comme blonde, mince et pas spécialement jolie. C'est à l'âge de 18 ans, au début des années 70, qu'elle a quitté sa Virginie natale pour rejoindre la famille. Il est dit qu'elle était stupide, pas inculte, mais stupide, notez la nuance, donc finalement prompte à avaler toutes les couleuvres de Berg, et elle fait partie de celles qui ont tapiné à corps perdu pour la secte. Berg appréciait sa, je cite, férocité au lit. Il aimait qu'elle ait régulièrement de multiples orgasmes, et il l'encourageait à se pavaner en ne portant qu'une culotte ou bien complètement nue. Et le dévouement d'Angela était tel qu'elle avait été nommée secrétaire personnelle du couple et qu'elle avait eu donc le privilège de s'installer avec eux parmi donc cette douzaine de disciples d'élite autorisés à vivre en permanence avec Berg, Karen et leur famille. Quant à Sarah, elle était considérée à l'inverse d'Angela comme belle et séduisante, dotée d'une forte personnalité. Elle avait la particularité d'être méchante. Elle était détestée de la plupart des adeptes et elle était aussi considérée comme la plus fervente disciple de Berg. Et son fanatisme était tel qu'elle n'avait pas hésité à obliger l'une de ses filles à coucher avec Berg alors qu'elle n'était âgée que de 5 ans. C'est la petite Dabedita et on reparlera d'elle un peu plus tard. Et donc, Angela et Sarah étaient chargées de prendre soin de Dabeditto, de l'éduquer. Le petit ne mangeait que de la très bonne nourriture, il était vêtu des plus beaux habits et était toujours enfermé à double tour chez Berg. Et c'est alors qu'il est âgé de 18 mois que Berg et Karen ont l'idée de documenter de manière précise et méthodique, quasiment jour après jour, sa vie. Et ils ont confié à Sarah cette tâche. C'était elle qui devait tout mettre par écrit. L'éducation parfaite de Dabeditto était censée servir de modèle aux disciples, c'était censé être un guide. Ils recevront chaque semaine des brochures appelées les lettres de Dabeditto qui seront plus tard regroupées dans un livre de 762 pages intitulé « L'histoire de Dabeditto » et dedans, c'est l'horreur. Les abus constants qu'a subi Dabeditto ont été savamment consignés et le tout accompagné de photos. Et chaque photo était légendée, alors bien sûr pas folle la guêpe,
Les visages des adultes étaient masqués, il y avait des dessins de visages à la place de leur visage, ce qui donne un rendu encore plus glauque. Et il faut savoir que l'anonymat était primordial dans la secte. Et ce n'est pas un hasard si tous les adeptes ont des noms d'emprunt qui changent tous les 4 matins. C'est pour brouiller les pistes, pour que si un enfant, un adolescent ou un membre adulte du mouvement décide d'un jour pousser la porte d'un commissariat, eh bien pour qu'il ne puisse pas nommer son ou ses agresseurs. C'est pour ça qu'arrivés à l'âge adulte, les victimes n'ont en majorité pas pu attaquer leur bourreau puisqu'elles ne connaissaient pas leurs réelles identités. C'est aussi pour ça que Berg déménageait en permanence. Comment le poursuivre en justice si on ne sait même pas dans quel pays il est? Et quand bien même vous intentiez une action en justice contre lui, il était entre-temps déjà parti et avait quitté le pays. Et ce n'est pas pour rien qu'à ce jour, la famille est considérée comme l'une des pires sectes sexuelles de l'histoire des États-Unis. Berg a pensé à tout. Et voici donc des extraits de ce livre. Alors, âme sensible, s'abstenir. Donc, certains de ces extraits proviennent d'articles et d'autres d'avis de lecteurs que j'ai trouvés sur le site Goodreads. Donc, ici, vous pouvez voir Sarah, la nounou. Elle est complètement nue au lit avec Dabblito. Il y aura une flopée de clichés de deux au lit. Et dans les premiers clichés, le petit a 18 mois. Sur une autre photo, bon, bien sûr, je ne peux pas toutes vous les mettre ici. On peut voir Sarah tout sourire, torse nu, allongée nue sur un lit avec Dabblito en train de lui téter le sein, avec écrit en légende « Nous buvions du lait avant de nous coucher ». Autre extrait, Dabblito a 20 mois, Sarah écrit « Il est très excité quand je lui lave les fesses. Son pénis devient vraiment gros et dur, je l'embrasse partout. Il est tellement excité qu'il écarte les jambes pour en avoir plus. Quand il joue par terre, il écarte souvent les jambes pour que j'embrasse son pénis. » Autre extrait, et cette fois, Dabblito n'a pas encore 3 ans. Sarah écrit « Nous avons fait un bon pique-nique juste au bord de la rivière, près de notre maison. Dabblito voulait apporter une couverture et une bougie parfumée pour que nous puissions faire l'amour, mais il y avait trop de monde autour de nous, donc nous n'avons pas pu atteindre l'orgasme. » Autre passage, c'est une telle bénédiction de voir comment Dabblito s'est habitué à ce que plusieurs personnes s'occupent de lui dès le début. Il n'est jamais allé vers des personnes inconnues, mais il apprécie le changement et les personnes qui prennent soin de lui tout au long de la journée, surtout, comme son papa, si ce sont de jolies filles. Autre passage, le petit David est debout à regarder à travers la clôture de la piscine un couple en train de faire l'amour dans l'eau. Il a imité chacun de leurs mouvements en remuant ses fesses et sa main droite de haut en bas, puis est entré dans la maison pour montrer à maman comment faire l'amour à une fille. Autre passage, parfois avant de se coucher, il baragouine des conversations avec ses animaux en peluche. Une nuit, nous l'avons entendu dire « Allez, baise Pat, va baiser la grande fille dans la cuisine. Oh, tu ne veux pas? Ok, d'accord, alors je vais te baiser, Pat. » Autre passage, les enfants devraient apprendre qu'il n'y a rien de mal dans le sexe. Ils devraient être encouragés à prendre des bains nus, mixtes et à jouer nus. C'est acceptable et même conseillé. Et quand les rencontres du petit Dabblito avec des femmes de la secte sont évoquées dans le livre, il est dit qu'il a, je cite, « fait l'amour avec elle ». Alors comment, je ne sais pas, puisqu'on parle d'un bambin. Imaginez un peu le degré de folie de ces gens. Sur une autre photo, on peut voir Angela en train de défaire son pantalon avec écrit en légende « Se déshabiller pour Sue », Sue qui est l'un des surnoms d'Angela. Ici, on peut voir 2 enfants nus. Dabblito a 2 ans et la petite fille a 17 mois. Il s'agit de Dabida. Ici, Sarah prend un bain et fait toucher ses seins à Dabblito qui a 2 ans. Là, je ne peux même pas vous décrire la scène, quand bien même elle a été floutée. C'est vraiment digne du dark web. C'est dégueulasse. Sur d'autres photos, on voit Dabblito avec la même petite fille de 17 mois en train de simuler des actes sexuels. Tantôt sur un lit, tantôt sur un canapé. Sur une autre photo, une autre fillette se joint à eux et embrasse Dabblito sur la bouche. Ces 2 filles, c'est Teki et Dabida, les pauvres, sensiblement du même âge que Dabblito, étaient souvent traités comme lui et souvent sexualisés en public malgré leur jeune âge. Donc Dabida, souvenez-vous, c'est la fille de Sarah qu'elle a eue avec un inconnu pendant le flirt fishing. Et Teki, c'est la propre fille de Berg qu'il a eue avec l'une des adeptes. Souvenez-vous, les enfants sont très tôt retirés quasiment à leurs parents et élevés par la communauté.
Ici, on peut voir Teki, encore bambin, et Dabida, toute petite fille, dans des poses suggestives et habillées comme des naïades façon pin-up. Et ça, c'est des poses qu'une fillette ne ferait jamais naturellement. On leur a clairement montré comment poser. Il faut le dire, c'est horrifiant. Et pour justifier ça, plus tard, bien des années plus tard, le porte-parole du mouvement dira que c'était juste comme des enfants qui vivent en famille à la façon des naturistes et qu'en gros, il n'y a rien de malsain à ça. Alors on va faire une pause pour mieux comprendre quel était l'entourage de Dabedito. On va parler de l'émission pour enfants produite par la secte Life of Grandpa, un spectacle de marionnettes dont les personnages ne sont ni plus ni moins que la famille de Berg. Sachez qu'au-delà des lettres et pour mieux endoctriner adultes et enfants, Berg avait créé une boîte de production et une autre d'édition. Et parmi une flopée de livres, bandes dessinées, etc., avait été créé au milieu des années 80 le programme pour enfants Life of Grandpa, produit sous forme de VHS. Et chaque épisode était envoyé aux quatre coins du globe par courrier. Donc ce spectacle de marionnettes raconte l'histoire d'un grand-père, un scientifique de profession, donc David Berg, et de sa famille. Et parmi les personnages, on retrouve sa femme, donc Karen, appelée Mère Maria. Dans le spectacle, elle n'a aucune personnalité et elle n'est là qu'en qualité de perroquet. David, thank you for that nice, generous present. What present? That nice kiss. A kiss makes a real beautiful gift or present. Et il y a aussi les trois enfants, Dabida, Teki et Dabedito. Teki est donc la fille biologique de Berg, et Dabida, de son vrai nom Dabida Kelly, elle a beau n'avoir que 6 ans, elle est déjà la concubine de Berg. Mais bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'elle est présentée dans l'émission. Elle est présentée comme l'une des enfants. C'est à l'âge de 13 ans et après 6 ans de viol ininterrompu qu'elle a été symboliquement mariée à Berg au cours d'une cérémonie de mariage officieuse, mais vraiment comme une cérémonie de mariage avec la bague, le bouquet de fleurs, les invités, etc., etc. Et c'est une fois sortie de la secte, lorsqu'elle atteindra l'âge adulte, qu'elle témoignera avoir été abusée sexuellement, en plus de Berg, par, je cite, toutes les femmes adultes de son entourage, la plupart d'entre elles du moins. Or, souvenez-vous, c'est toujours le même noyau dur d'adeptes qui vivaient avec Berg, ce qui veut donc dire qu'il ne s'était entouré que de femmes qui acceptaient de violer les enfants et qu'il n'y avait donc aucun adulte d'équilibré autour de ces 3 enfants. Et ils vivaient donc en vase clos, imaginez. Et concernant Teki, c'est triste parce qu'elle n'a jamais quitté la secte, elle est encore dedans à l'heure actuelle. Donc poursuivons. On retrouve également le personnage de Tante Sarah. C'est Sarah, la nounou, et Oncle Elf. Oncle Elf, c'est Peter, vous verrez qui c'est plus tard. Dans l'émission, ils aident Grandpa à s'occuper des enfants. Et il faut savoir que Life with Grandpa, c'est un remake, plan par plan, d'une série de livres illustrés appelés Life of Grandpa, dont l'auteur n'est autre que David Berg. Et dans Life with Grandpa, le véritable personnage principal, celui qu'on voit le plus, c'est Dabedito. C'est le chouchou, il est toujours couvert de cadeaux, de compliments et est toujours placé à côté de Grandpa. Dabedito raconte ses propres histoires, avec toujours une morale à la fin. Il n'y a pas d'intrigue qu'on suit et qui évolue au fur et à mesure des épisodes, non. Les épisodes peuvent être regardés dans n'importe quel ordre et il y est raconté les expériences passées de la famille, parfois entrecoupées de moments musicaux. Les thèmes abordés sont l'amour, le partage, la religion et l'obéissance. Pray and obey. Prie et obéis. Mais il y a des thèmes très glauques, comme la méfiance vis-à-vis de la médecine. Don't run down that gravel hill. Davida! Oh, Davida. She's bleeding and her cut is all covered with dirt. And I don't even have a tissue to wipe it with. I'll just have to lick it clean and spit out the dirt. You'll have to really pray that there won't be a scar. Soon afterwards, there was no sign at all of the deep gash on Davida's forehead. Surely a doctor would have stitched it. But our God is still a God of miracles. Sachez que la conséquence de cette méfiance vis-à-vis de la médecine, c'est que certains adeptes de la secte qui étaient malades, eh bien, sont morts de privation de soins médicaux. C'était vraiment les laissés pour compte du mouvement, ces personnes qui tombaient malades et qui avaient besoin pour guérir de soins médicaux ou d'opérations. Autre thème creepy, la glorification de la fessée, parce que Dieu nous aime. Jesus spanks us because he loves us and wants us to obey and be good.
really sorry. So if the Lord should spank you a little bit or correct you, it's for your own good. Voilà, le sexisme également. On apprend aux fillettes que leur rôle, c'est de faire le ménage, la cuisine des enfants. Et, comme elles l'apprendront plus tard, leur rôle, c'est aussi de se prostituer pour l'amour de Dieu. Et la soumission de la femme est primordiale dans le culte. Il y avait une totale inversion des valeurs. Plus une femme était soumise, et plus elle était considérée comme révolutionnaire. Et admirez ici la représentation symbolique de la femme. C'est un robot en métal avec des nénés faits de peau humaine. Et là, c'est Grandpa qui caresse ses nénés humains. Il explique même être attiré par ce robot. Et donc, pour mieux endoctriner les enfants, la répétition est énormément utilisée dans le show. Encore une fois, Pray and Obey est cité en boucle, encore, et la musique est elle aussi utilisée pour une meilleure mémorisation. Et je précise que les enfants de la secte n'avaient droit à aucun autre média que ceux produits par la secte. Et si dans cette émission, les scénaristes improvisés ont l'air d'y aller mollo, on a l'impression que leur but, c'est pas d'exposer les choses ouvertement, mais plutôt de les induire, de les distiller comme ça. Et bien dans la version BD, c'est nos limites. Et chaque BD, la BD était plus ancienne que cette émission, représente donc un épisode et chaque numéro était envoyé chaque semaine par courrier aux adeptes. Par exemple, dans la BD intitulée Les vrais pères, il y a une scène où Teki et Dabedito se demandent pourquoi, bien qu'ils soient frères et sœurs, ils ont des couleurs de peau différentes. Eh bien, Grandpa leur explique que c'est parce que leurs mères ont couché avec d'autres hommes. Il est dit, je cite, « Voyez les enfants, Dieu a utilisé les géniteurs, Timothée et Carlos, uniquement pour baiser vos mamans, afin que je puisse vous avoir tous les deux. Ils étaient juste comme des instruments. » Et le tout avec des illustrations de la rencontre des géniteurs. En dessin très cru, c'est vraiment digne d'une BD érotique, et c'était donc à destination des enfants. Voilà comment conditionner les fillettes à la prostitution, et je le répète, chacune de ces BD a été plus tard reproduite plan par plan avec des marionnettes. Et c'était là une sorte de guide de vie très important servant à éduquer les enfants et à destination des enfants. Et petite parenthèse, sachez que quand le scandale Dabedito éclatera aux États-Unis, quand le livre Story of Dabedito sera découvert par la presse, imaginez la tête des Américains, lorsqu'ils ont vu des extraits de ce livre et le calvaire hors du commun de cet enfant, et puis d'ailleurs de cette fratrie, eh bien, pris de panique, Berg ordonnera à ses adeptes de détruire tous les contenus faisant référence aux sectes, surtout ceux destinés aux enfants, en sachant que le sexe le consumait tellement qu'il en avait distillé dans pratiquement tous ses enseignements. Donc les BD, les cassettes, tout devait être jeté au feu, c'est ce qu'ont fait les adeptes. Donc on pense aujourd'hui que nombre d'épisodes de l'émission de marionnettes Life of Grandpa ont complètement disparu. Comme par hasard, il n'y a que les épisodes les plus soft qui ont été retrouvés. Donc il est probable que les épisodes les plus trash, qui ont en revanche été retrouvés dans leur version BD, aient été supprimés. Ce qui veut dire que, probablement, on n'en est pas sûr, que des choses immondes, ouvertement sexuelles, ont été rejouées en marionnettes et diffusées aux enfants pendant de longues années. Et l'émission Life of Grandpa, qui est, quand on la regarde, complètement tirée par les cheveux, soporifique, petit budget, eh bien c'était malgré tout l'émission préférée des enfants du culte parce qu'ils n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent. Ils n'avaient pas le droit aux dessins animés que regardaient les enfants du monde entier. Donc ce show low cost avec des marionnettes, aussi pourries soient-ils, c'était waouh pour eux. Et c'était tous les enfants du culte qui attendaient avec impatience de recevoir chaque semaine un nouvel épisode en VHS par courrier. Voilà, moi de mon temps, on attendait Dragon Ball Z pour les uns et Sailor Moon pour les autres. Eux, c'était Life with Grandpa. Et avant d'en revenir aux abus de Dabedito et de ses sœurs, et pour conclure sur cette émission, sachez qu'il y a quand même eu un karma. Et ça, je l'ai appris dans cette vidéo, The Darkest Kids TV Show Ever Made, l'émission TV pour enfants la plus sombre jamais créée. Donc, on peut remercier son créateur, Nick Crowley. Donc, pour vous la faire courte, le youtubeur Nick Crowley explique que si on ne sait pas qui a travaillé sur cette émission, puisque dans les crédits n'apparaissaient que les noms d'emprunt des adeptes et jamais leurs véritables identités, puisque souvenez-vous, Berg avait ordonné à ses adeptes de tous changer d'identité, on sait néanmoins que le réalisateur est un certain Peter Puppet, donc l'oncle dans le show. Puppet signifiant marionnette, donc c'est là un surnom. Et ce Peter était considéré comme une véritable célébrité au sein de la secte.
Il a créé de nombreux spectacles de marionnettes en dehors de la secte et qui étaient diffusés à la télé dans certains pays d'Asie. Et bien qu'on ne sache pas grand-chose sur lui, apparemment il vivait caché dans l'une des communautés de la famille, ce que l'on sait, c'est qu'un jour, il a remarqué une petite bosse au niveau de son cou. Et cette bosse a grossi, elle a tellement grossi qu'après quelques mois, il s'est décidé à consulter un médecin, que c'est ironique, quand on sait que ces spectacles apprenaient aux enfants à ne pas faire confiance aux médecins, mais à prier Dieu parce que les miracles. Bref, il a appris que c'était là une tumeur qui n'allait jamais s'arrêter de grossir, mais que bon, par chance, puisqu'elle est bénigne, elle est tout à fait opérable. Voilà, une simple opération aurait suffi à la retirer. Sauf que problème, Berg avait décrété que les opérations chirurgicales étaient strictement interdites. Consulter un médecin, c'était déjà très mal vu, mais alors les opérations, les transfusions et j'en passe, ça c'était vraiment proscrit. Donc Peter a obéi. Il a refusé l'opération, il a prié et encore avec les membres de sa communauté. Ils se réunissaient pour prier tous ensemble et sans surprise, la tumeur a grossi et encore grossi. Elle était si impressionnante et bien qu'il a commencé à se terrer dans sa chambre. Il avait honte, donc il s'est caché. Voici la seule photo qu'il existe de lui. On peut voir son cou gonflé dessus. Et à un moment, la tumeur a tellement grossi qu'il avait de plus en plus de mal à respirer. Alors ayant peur de mourir et comprenant surtout qu'il allait bientôt mourir, il a supplié les autres membres de l'emmener se faire opérer. Ils ont refusé. Et étant à l'agonie, plutôt que de mourir étouffé à petit feu, il a décidé pour abréger ses souffrances d'en finir lui-même. Et c'est peu de temps après ce cliché. Et c'est la définition même de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Bon, poursuivons avec Dabeditto. Donc, dès son plus jeune âge, il est abusé quotidiennement par la douzaine de détraqués adultes qui l'entourent, et ce, sous l'œil des objectifs et de milliers de fidèles. Encore bambin, il a été obligé d'assister à des orgies qui impliquaient parfois sa propre génitrice. Puis, il a été obligé d'y participer lui-même, quand ce qui lui sert de parents ont décidé qu'il était assez grand pour participer, à savoir vers ses 6 ans. C'était au moment où il avait été enrôlé de force dans la formation pour adolescents du culte. Comme il était censé prendre la relève de Berg et que ce dernier considérait que l'un de ses devoirs était de coucher avec autant de femmes que possible, pour que Dabeditto puisse correctement prendre la relève, il a été contraint de suivre cette formation. Formation dans laquelle avaient été enrôlées de force de pauvres adolescentes qui n'avaient rien demandé à personne, dont le but était qu'elles apprennent l'art, disons, des rapports sexuels. Et aussi la discipline. Et le petit Dabeditto, 6 ans, qui était la plus jeune recrue, a eu droit à une formation des plus intensive, puisque chaque après-midi, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, il devait, tenez-vous bien, avoir des relations sexuelles avec des adolescentes. Donc, avec des filles plus âgées et imaginées, quotidiennement. Et ce que l'on sait, c'est que le développement affectif, social et physique d'un enfant durant la petite enfance a un impact direct sur l'adulte qu'il deviendra. Cette période ô combien cruciale jette littéralement les bases de son avenir. C'est pas pour rien qu'on dit que tout se joue avant 6 ans. Alors imaginez à quel point c'est la porte ouverte au trauma pour Dabeditto, et malheureusement parfois, il y a des blessures que le temps ne guérit pas, tant elles sont ancrées dans l'inconscient. Alors il y a le conscient et il y a l'inconscient. Et le conscient ne peut pas agir sur l'inconscient. Ce n'est pas une question de volonté, ni une question de résilience. C'est comme si chaque trauma représentait différentes pierres placées au beau milieu d'un mur très cimenté et qu'on vous demandait de retirer ces pierres à main nue. C'est impossible. Le MDR est par exemple une thérapie brève qui agit directement sur l'inconscient. On a découvert que des mouvements oculaires bien précis ouvraient une sorte de fenêtre sur l'inconscient et qu'on pouvait plus facilement agir dessus. Avouez quand même que le corps humain est fascinant. Ce qui veut dire que le pauvre Dabeditto a vécu trauma sur trauma, des années durant, presque quotidiennement. Les adultes de son entourage ont littéralement détruit la psyché de ce pauvre enfant. Il n'y survivra pas, puisque comme vous le verrez plus tard, il mourra avant d'avoir fêté ses 30 ans. Et certes, c'est jeune, mais vu ce qu'il a vécu, je trouve que c'est presque un miracle qu'il ait vécu aussi longtemps. Il témoignera plus tard qu'enfant déjà, il était obsédé par l'idée d'en finir. Et dans sa tête d'enfant, il se demandait en permanence comment il pouvait faire pour y parvenir. Est-ce qu'il fallait qu'il boive du poison? Est-ce qu'il fallait qu'il s'enfonce un stylo, je ne sais où? Et il a aussi déclaré « Ces enfoirés n'ont pas pris de couteau pour nous découper, mais bon sang, ils nous ont vraiment foutu la pagaille dans notre esprit. »
Mais à ce stade, il est encore trop jeune pour vraiment comprendre les choses. Oui, il veut en finir, mais il ne saisit pas encore vraiment pourquoi. Il veut juste faire taire cette profonde souffrance et mettre un terme à un profond mal-être. Parce que toutes ces horreurs, c'est son quotidien. On lui a toujours appris que c'était normal. Et ce n'est qu'avec le temps et en grandissant qu'il prendra véritablement conscience des choses. Ensuite, donc reprenons Berg a eu une brillante idée. Il a dit à ses adeptes, en gros, faites des contenus de vos enfants en train de danser de manière suggestive et envoyez-les-moi. Il créera ainsi la Love Video. C'est une compilation de toutes les vidéos obscènes envoyées par les adeptes. La Love Video a ensuite été envoyée à tous les membres de la secte. Et pour encourager les adeptes à filmer leurs enfants de manière suggestive, inadaptée, il est allé jusqu'à créer un guide pour les aider à créer la vidéo parfaite. Voilà, il leur a appris à faire des montages. Pour en revenir à Dabeditto, c'est à l'âge de 11-12 ans, en 1987, qu'il est violé par sa sombre génitrice, Karen. Juste à côté, de l'autre côté du lit, il y avait la pauvre Dabida, donc la fille de Sarah, alors âgée de 11 ans, qui était en train de se faire violer par Berg. Elle déclarera plus tard « Ça m'a choquée, car à ma connaissance, Karen n'avait jamais eu d'interaction sexuelle avec aucun des enfants de la maison. » À cette période, Dabeditto vit toujours dans la croyance qu'il sera le successeur de Berg, et que donc il a pas mal de prophéties à réaliser, dont celle de guider les fidèles lors de l'apocalypse, en attendant que Karen et Berg ne ressuscitent d'entre les morts. Sauf que le réveil va bientôt sonner pour lui. C'est à l'adolescence qu'il va commencer à saturer. Déjà, il en a marre de toute cette attention permanente. Il en a marre d'être considéré comme le messie. Ça lui casse vraiment les pieds. Ça va même entraîner chez lui, voilà, sa phobie sociale va s'accroître, sa névrose sociale aussi. Hormis la présence des enfants, il ne supporte plus la présence des adultes qui l'entourent et des adeptes qui lui vouent une totale adoration. Et ce qui va faire qu'il va progressivement remettre en question les enseignements qui lui ont été inculqués. Ce sont les mauvais traitements subis par Mary Berg, surnommée Men, qui est la petite fille biologique de Berg. Le père de Men, Anthony Berg, qui était donc le fils biologique de David Berg, né de sa première union, avait fait le choix d'en finir en 1973 à l'âge de 25 ans, alors que la petite Men n'était âgée que de 1 an. Men a 3 ans de plus que Dabeditto, et la pauvre, à l'image de Dabeditto, Dabida et Teki, a été attouchée dès son plus jeune âge par Berg, si bien qu'à l'âge de 11 ans, elle était déjà alcoolique et tout le monde autour d'elle se fichait qu'elle boive malgré son jeune âge. Toujours à cet âge, en 1983, comme elle se rebellait de plus en plus, elle a été enfermée dans l'un des centres de détention familiaux de la secte, alors situé en Grèce. Les enfants récalcitrants du mouvement étaient envoyés dans ces camps qui n'étaient autres que des prisons, puisque c'était là des camps d'enfermement qui étaient tenus par des gardes armés, où on leur prodiguait de véritables lavages de cerveau, des châtiments cruels pour les, je cite, reprogrammer. Dans le centre en Grèce, on a forcé Men, qui avait droit à un traitement plus brutal encore que les autres, on l'a forcé à regarder à longueur de journée des vidéos pour adultes. C'était un mélange de punition, donc enfermement et bastonnage, et formation, matraquage de contenu pour adultes, pour en faire un objet sexuel. Puis lorsqu'elle a été libérée, elle a été envoyée vivre chez Berg, avec Dabeditto et les autres, alors qu'ils habitaient dans une grande villa aux Philippines. Berg l'attachait quand il était ivre, et il la violait sous le regard impassible de Karen et des autres, en sachant que, et ça c'est son frère, le frère de Men, Don Irwin, qui racontera plus tard, je cite, « La première expérience sexuelle complète de Men a eu lieu avec Ricky, qui est le nom adulte de Dabeditto, à l'âge de 12 ans. Ça a été orchestré par Berg, qui voulait que Ricky la mette enceinte. Ricky m'a dit que Berg voulait perpétuer sa lignée familiale à travers sa petite fille. » Et comme la pauvre Men semblait de plus en plus obséder Berg, Karen est devenue jalouse. Selon Irwin, Karen craignait que Men ne devienne la prochaine épouse de Berg. Et donc, elle a, sur les instructions de Karen, été envoyée l'année suivante encore dans un autre centre de formation familiale, un teen training, situé à Macao, où elle a subi de violents abus physiques. Elle a été enfermée dans une pièce pendant 6 mois, où elle a été attachée à un lit, battue, jetée contre les murs et même forcée à subir plusieurs exorcismes. Et c'est Sarah Dabeditto, la nounou, qui supervisait ces abus, l'agressant parfois elle-même et encore et toujours sur les ordres de Karen. Une ancienne adepte, Sarafina, a déclaré « Quand Men pleurait, il la battait encore plus. Chaque jour, Ricky voyait de nouvelles coupures ou de nouveaux bleus sur elle. Elle lui a demandé de l'aide, mais il ne pouvait rien faire. Et tout le monde était au courant. Dabeditto
m'a dit qu'il faisait des cauchemars dans lesquels il voyait Men crier au sol. Et donc là, concernant, petite parenthèse, sachez qu'au début des années 90, et une fois majeure, eh bien, Men s'est enfuie. Elle a quitté le mouvement, elle s'est retrouvée seule, sans un sou en poche, elle est devenue accro à la méthamphétamine, elle faisait du trafic sur les plages de Californie pour pouvoir subvenir à ses besoins. Elle a ensuite été internée dans un hôpital psychiatrique au Texas. La concernant, il est dit, je cite, « Elle a tout simplement renoncé à la vie, elle se tue à petit feu, lentement ». À sa sortie, sans personne, sans logement, elle a recommencé et les adeptes l'utilisaient alors pour faire peur aux enfants. Voyez ce qu'il vous arrivera si vous rejoignez le système comme elle. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue depuis, mais aux dernières nouvelles, elle était toujours empêtrée dans les mêmes problèmes. Poursuivons. C'est en 1986, et pour éviter des poursuites judiciaires que Berg a mis fin aux relations sexuelles entre adultes et mineurs. L'année suivante, il a également interdit le flirt fishing à cause de la crise du sida, et c'est en 1991, quand le livre de Dabeditto a filtré dans la presse, qu'il a ordonné la destruction de tous les exemplaires et du reste. Mais le livre existe toujours. Toujours en 1991, la santé de Berg a décliné. Il souffrait alors de problèmes intestinaux et commençait à être délirant. Il ne lui reste alors que 3 ans à vivre. Il a passé ses dernières années dans un camp secret situé au Portugal. Et c'est Karen qui a pris la relève. Un an avant la mort de Berg en 1993, Dabeditto, âgé de 19 ans, était encore et toujours surveillé de près, notamment par Karen. Les moindres faits et gestes du prochain Messie étaient alors surveillés comme le lait sur le feu. C'est l'année suivante que meurt Berg à l'âge de 75 ans. Les causes de sa mort n'ont jamais été dévoilées et Karen, aka Mère Maria, a officiellement repris le flambeau. Et c'est elle qui encore à ce jour dirige la secte aux côtés de son nouveau mari. Dabeditto devenait de plus en plus suspicieux quant à l'éducation qu'il a reçue. Il s'est rendu petit à petit compte que ces jeux sexuels auxquels il avait été soumis n'avaient rien de normal. Et son caractère humble et doux irritait Karen, qui aurait aimé qu'il soit un despote tyrannique, un peu à son image. À l'âge de 21 ans, en 1995, alors qu'il est en visite dans une communauté de Budapest, il tombe amoureux d'Elixia Munumel, une jeune fille de 17 ans qui avait quitté l'Équateur sur ordre de son père à l'âge de 14 ans. Son père, qui n'était autre qu'un des sous-gourous du mouvement et qui sévissait dans l'une des communautés situées en Angleterre. Dans cette communauté de Budapest, Dabeditto s'épanouit. En plus d'avoir rencontré l'amour, les règles y sont moins strictes. Loin de sa castratrice de génitrice, il se sent libre, il découvre la vie. Cette même année, avec sa petite amie, ainsi qu'une poignée de jeunes disciples, il quitte Budapest pour sillonner les routes de Russie à bord d'un van appartenant à la famille. Il s'amuse, il fait la fête, il reste dehors tard le soir. Enfin, les gens l'aiment pour ce qu'il est et non pour ce qu'il est censé être. Mais voyant tout ça d'un mauvais œil, il a rapidement été rappelé par Karen. Et Dabeditto a accepté de revenir, mais à la seule condition qu'Elixia puisse venir avec lui, ce que Karen a accepté à contre-cœur. Et ce qui obsédait Karen, c'est qu'il parle publiquement des abus subis enfant. Avec le scandale du livre paru dans la presse, elle savait que son fils avait le pouvoir de faire beaucoup de mal à l'image du mouvement. Et elle ne s'est pas trompée. Elle a eu vent de certaines confessions de Dabeditto à ce sujet. Il en parlait de plus en plus autour de lui. Et c'est à ce moment d'ailleurs qu'il a changé de nom pour Ricky. Donc je vous propose à partir de là de l'appeler comme ça, Ricky. Il ne supportait plus qu'on l'appelle Dabeditto. Et ça le mettait en colère. Et il le faisait savoir. Il reprenait les gens à chaque fois. À cette période, il pense de plus en plus à quitter la famille. Mais il a peur. Et oui, comme je vous le disais, les premiers enfants devenus majeurs à avoir quitté le mouvement s'étaient retrouvés en grande précarité, seuls, ignorés de tous, dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. La plupart ont sombré, la plupart sont devenus alcooliques. Les jeunes femmes se tournaient massivement vers le strip ou la prostitution. C'est tout ce qu'on leur avait appris. Donc les adeptes ont eu vent des premiers morts et parmi eux, il y avait les enfants de certaines figures du mouvement. Exemple, Josh Likens, enfant d'une figure du mouvement qui a quitté la famille à l'âge de 18 ans. Eh bien, il a fait le choix d'en finir en 1999 alors qu'il était en Arizona en utilisant un pistolet. Ben Farnsworth, également fils d'un haut dirigeant de la famille, a fait pareil. Il s'est rendu sur le toit d'un immeuble à Hong Kong et il a fait le saut de l'ange et ce n'est là que 2 parmi tant d'autres. Mais Ricky comprend enfin à quel point il est entouré de malades. Il étouffe tellement.
Il a tellement ouvert les yeux sur les abus que finalement, il se décide à échafauder un plan pour s'échapper afin d'aller vivre dans le système. Son but, fuir avec Elixia, mais pas que. Intérieurement, il est en colère. Il nourrit l'espoir d'un jour pouvoir poursuivre en justice les bourreaux de la secte qui ont fait du mal aux enfants. Et s'il n'y parvient pas, il annonce qu'il fera le choix de quitter ce monde et de revenir pour finir le travail dans une autre vie. Et il va réussir à s'échapper. Il s'en va s'installer chez des amis, anciens membres du mouvement à Tacoma, situé à Washington. Il s'enfuit d'abord seul, le temps de trouver ses marques. Il est prévu que sa petite amie vienne le rejoindre une fois sa situation stabilisée. Un ami dira, je cite, « Grandir dans la société moderne est une éducation en soi. On apprend à interagir avec les gens. On n'apprend pas ça dans la secte. On est pratiquement consanguin dans la secte. On n'est pas préparé à l'université, au travail ou au mariage. » Karen va cacher le départ du fils prodigue aux membres de la famille. Elle a honte. Il est la preuve qu'avec Berg, leur prophétie d'antan n'était que des foutaises. Ricky, tout début vingtaine, a peur qu'on ne le retrouve et qu'on ne le force à retourner dans la famille. Alors il va, pour pouvoir se défendre en cas de kidnapping, se lancer dans les arts martiaux, en l'occurrence le Penjak Silat, qui est une ancienne forme d'autodéfense. Début 2000, il décide d'écrire à l'un des dirigeants de la secte. Il écrit, je cite, « Je n'ai pas apprécié d'être traité comme une marchandise par ma mère. Certains jours, j'ai failli craquer et retourner dans vos rangs, mais pas pour une visite de courtoisie et pas en tant que fils prodigue repenti, mais en tant que vengeur. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour vos péchés. » Et survivre dans le système est de plus en plus difficile pour lui. Il est alors logé par d'autres amis, eux-mêmes sortis de la secte. Voilà, il va d'ami en ami, il dort parfois même le sol, tant leurs conditions de vie à tous sont difficiles. Ricky ne survivait qu'avec les 500 € que lui envoyait mensuellement Karen, qui était pourtant richissime. Je pense que son but à Karen, c'était de lui donner le minimum, juste de quoi manger et qu'il survive, mais pas assez pour qu'il vive bien. Voilà. Et elle voulait qu'il galère bien comme il faut pour qu'il revienne. Pour gagner plus d'argent, Ricky décide d'aller travailler 3 mois en tant que matelot sur un bateau en Alaska. L'expérience est terrible, il la qualifiera d'enfer total. À son retour à Tacoma, Elixia le rejoint, ils se marient aussitôt et emménagent dans un minuscule appartement dans un quartier malfamé de la ville. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils ont emménagé de constater que non, les appartements ne sont pas meublés. Elixia a dit, je cite, « Nous ne savions même pas comment rédiger des chèques. » Ricky enchaîne alors les petits boulots, la vie est dure et il devient de plus en plus déprimé. Ces petits boulots payés à coups de lance-pierre le frustrent. Il dira à Elixia « Je suis meilleur que ça, j'ai un cerveau ». En 2002, une annonce pour devenir apprenti électricien attire son attention. Ce métier plaît enfin à Ricky. Il gagne alors 12 $ de l'heure et suit des cours du soir. Avec sa femme, ils se font de nouveaux amis, des systémistes, à qui ils cachent leur ancienne appartenance à la secte. Quant à Elixia, elle se dégote un travail de secrétaire dans une entreprise d'exploitation forestière. Mais petit à petit, Ricky se renferme sur lui-même. Bientôt, il ne sort plus. Il ne voit plus personne. Elixia lui suggère qu'ils aillent consulter un psy, ce à quoi Ricky répond « Si quelqu'un m'écoutait, il m'enfermerait dans un asile de fous. » Or, il a une phobie, celle d'un jour être interné comme Men avant lui. En 2004, il a un accrochage en voiture sur l'autoroute, et bien que sans gravité, ça va provoquer quelque chose en lui. Il a l'impression que sa place n'est pas ici et qu'il a une vengeance à accomplir. Il sait qu'il y a encore de nombreux enfants dans la famille et qu'il doit les sauver. Il plie donc bagage en juin 2004. Avec Elixia, ils se séparent, mais ça n'entame en rien leur lien fusionnel puisque chaque jour, ils vont s'appeler pour se soutenir. Il part s'installer à San Diego où il rejoint 2 anciennes adeptes, toutes 2 âgées de 31 ans, Armandria et Sarafina. L'oncle de cette dernière n'est autre que Gabe, l'un des plus proches confidents de Karen. Ricky est alors embauché comme électricien dans l'entreprise de 2 anciens adeptes, Anneke Chiberl et son mari Ron. Ricky s'investit corps et âme dans son travail. Il est calme, agréable, tout le monde apprécie sa compagnie, mais à l'intérieur, il bout. Il n'a que la vengeance à l'esprit. Il dira à Anneke, je cite, « À chaque instant de chaque jour, je réfléchis à la façon dont je les remercierai. » Son entourage lui propose de porter plainte et de poursuivre les hauts dirigeants de la famille plutôt que de penser à se venger, au risque de gâcher sa vie. Mais ce que veut Ricky, c'est frapper un grand coup.
Il veut attirer l'attention du monde entier sur la famille. Comme beaucoup des abus se sont produits il y a longtemps et en dehors des États-Unis et qu'ils ont été perpétrés par des auteurs qui changeaient constamment d'identité, il sait que la majorité des victimes ne pourront jamais porter plainte, que c'est impossible sans les réelles identités de leurs bourreaux, et que même s'il venait à porter plainte contre sa mère, elle est terrée, cachée quelque part dans un coin, elle se terre quelque part à l'étranger. Et tout ça, c'est sans compter les délais de prescription. Donc, à quoi bon ? Et ce manque de justice va le ronger toujours un peu plus chaque jour. Alors, plus que jamais, il veut retrouver les hauts dirigeants, ceux qui lui ont fait du mal. Il veut leur faire la peau. Le problème, c'est qu'ils vivent sous de fausses identités et ils vivent cachés. Alors, il va contacter certains d'entre eux, dont l'oncle de Sarafina, et faire semblant de vouloir retourner dans la secte. Il parle même de Karen en bien pour la convaincre, elle et les autres, de le rencontrer. Pour l'en dissuader, ces deux colocs tentent de lui changer les esprits comme elles le peuvent. Ensemble, ils font du jet ski, de la voile, ils sortent, mais rien n'y fait. Quant à Elixia, restée à Tacoma, elle s'est inscrite à des cours pour devenir infirmière. Et encore une fois, c'est tous les jours qu'elle essaye de raisonner Ricky. Elle trouve son état émotionnel alarmant. Et un jour, Ricky apprend que Karen s'est rendue avec Teki l'année précédente chez ses parents à Tucson pour Noël, chez eux, dans une petite maison de retraite tenue donc par les grands-parents de Ricky, qui se trouve être l'un des sièges du mouvement. Alors dans l'espoir de la croiser et de soustraire Teki au mouvement, il décide de s'y rendre en août 2004. Il est accueilli par sa tante Rosemary Campos, une ancienne adepte sortie depuis longtemps du mouvement. Il dort sur le canapé, la maison est pleine d'enfants et il n'en revient pas de tout l'amour et de toute l'affection que les uns et les autres se portent. Il se dit, c'est donc ça, une vraie et bonne éducation. Il emménage ensuite dans un appartement lugubre pour 450 $ par mois. Il est embauché par un chef d'entreprise local, Mark Flynn, en qualité d'électricien. Et son travail est tel que ce dernier lui propose rapidement de l'augmenter, mais Ricky refuse. Il lui dit « Si vous me donnez $1 de plus, je démissionne ». Alors c'est dire le caractère hors du commun de Ricky. En parallèle, il est de plus en plus obnubilé par son désir de vengeance. Sa tante dira, je cite, « J'ai toujours su que je le perdrais. Il m'a dit quelques jours avant sa mort qu'il ne pourrait plus continuer. Je voulais atténuer sa douleur, mais je n'ai pas pu. » Ses efforts pour retrouver les dirigeants du mouvement se soldaient toujours par des échecs. Et puis un jour, il a appris d'un ancien membre qu'Angela Smith, l'une de ses ex-nounous, se rendait occasionnellement à Tucson. Après 30 ans passés au sein de la secte, Angela Smith avait quitté le mouvement pour recommencer une vie ailleurs. Mais même si elle ne faisait plus partie de la secte, elle avait gardé des liens privilégiés avec notamment Karen. Elle s'était depuis installée à Palo Alto en Californie, elle s'était dégotée un emploi dans une quincaillerie et s'était mariée à un entrepreneur local. Ricky contacte alors Angela. Après l'avoir convaincu qu'il était toujours en phase avec les idées de la secte et qu'il ne voulait faire de mal à personne, elle a accepté de dîner avec lui. Angela était sa dernière chance d'obtenir des informations pour l'aider à retrouver sa mère et à enfin pouvoir mener à bien ses plans. Il l'a donc invitée à dîner sous le prétexte de rejoindre la famille. L'avant-veille du rendez-vous, Ricky va poser des congés et le soir même, il installe une caméra chez lui. Nous sommes alors le 7 janvier 2005 et il est âgé de 29 ans. Alors qu'il commence à parler face caméra, il met des balles dans un chargeur, une à une. Il explique qu'il pense depuis qu'il est un petit enfant à en finir, mais que s'il en avait parlé au sein du groupe, on l'aurait tabassé. C'est selon lui Sarah, sa nounou, qui lui a donné cette envie. Dans cette vidéo, il parle du choix de l'arme qu'il utilisera pour se venger. Il en parle de manière technique. Et selon lui, certains des enfants ont vécu des choses pires que lui. Il a dit « Moi, je n'ai pas été en plus loin. J'ai eu de la chance, j'étais un garçon. Les filles ont vécu bien pire. Mais ce n'est pas une compétition. Il y avait des abus sous différentes formes. » Fin de citation. Il dit avoir essayé de s'intégrer, de vivre une vie normale. Il dit qu'il a bien essayé d'en parler aux gens normaux, mais qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'il a vécu. Et il dit les envier. Il envie les gens normaux qui ont eu des vies normales, même s'il concède que chacun a ses problèmes. Il a dit entre autres, je cite, « Ma propre mère. Comment peut-on faire ça à des enfants et dormir la nuit ?» Et il affirme aussi que des milliers d'enfants de la famille ont été maltraités. Dans cette vidéo, encore disponible aujourd'hui, il exprime son désir de tuer sa mère ainsi que les autres chefs du groupe pour toutes ces choses horribles qu'ils lui ont fait, non seulement à lui mais à tous les autres enfants. Il déclare qu'il se considère comme un justicier vengeant les enfants, comme ses sœurs et lui, qui ont été victimes de viols et de coups.
Il dit souhaiter que sa mère soit poursuivie pour maltraitance d'enfants et que son plus grand rêve serait de libérer Teki du groupe. Et bien évidemment, il espère faire tomber la famille une bonne fois pour toutes. Il dit « Mon objectif est de capturer ces malades de maman et Peter. » Et face caméra, il parle des différentes façons dont il prévoit de les torturer. Il dit « Je vais devoir me débrouiller. J'ai ma perceuse ici et j'ai beaucoup de foutus rubans adhésifs là. » Sur la table devant lui se trouve tout ce dont il a besoin, un pistolet, plusieurs chargeurs, un couteau des marines, une perceuse électrique, un fer à souder, un pistolet paralysant, une grande fourchette, un grand rouleau de ruban et quelques bâillons. Il dit aussi, je cite, « Où sont nos excuses? Ils ne sont même pas désolés. Je rêve d'entendre un jour « Karen est morte ». Ouais, quelqu'un est entré dans sa maison ou dans son camping-car, a versé de l'essence sur elle, a allumé une allumette et a fait d'elle un putain de barbecue. Waouh, vous imaginez ? Je pourrais enfin continuer à vivre ma vie. Et j'ai essayé pendant 4 ans. Bien sûr, ce n'est pas long, mais j'ai l'impression que c'est quand même une éternité. Chaque foutu jour a été pire que le précédent. C'est un besoin de vengeance. C'est un besoin de justice. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et je veux qu'il y ait une trace expliquant les choses folles que je m'apprête à faire. Ricky a ensuite envoyé la cassette dont il n'a parlé du contenu à personne à un ami, Thiago, habitant au Nouveau-Mexique. Mais avant de l'envoyer, il l'a appelé. Thiago lui a demandé « As-tu retrouvé ta mère ?» Ricky a répondu « J'ai trouvé la solution, tout est dans la vidéo. » Thiago a répondu méfiant « Mec, t'as vraiment l'air heureux pour une fois ?» Ce à quoi Ricky a répondu « Ouais, je suis bourré. » Le lendemain, Angela Smith se rend comme convenu dans le petit appartement de Ricky. Le but de Ricky, encore une fois, ce n'est pas de lui faire du mal, mais d'obtenir d'elle des informations quant à l'endroit où se trouve sa mère. Alors qu'ils sont à table, Ricky lui parle des abus et de toute cette douleur qu'il ressent et qui est encore bien présente. Angela est perplexe, elle semble ne pas comprendre toute cette colère. Elle ne comprend pas pourquoi il a autant de ressentiment. Pour elle, les autres et elle n'ont rien fait de mal. On ne sait pas s'il lui a demandé où se trouvait Karen. Ce que l'on sait, c'est qu'à un moment, ça vrille dans la tête de Ricky. Il se saisit de son couteau et attaque Angela à la gorge. Il va la poignarder 5 fois à la gorge. Et alors qu'elle agonise et baigne dans son sang, il s'enfuit. À bord de sa voiture, Ricky prend la direction du désert situé au nord via l'Interstate 10. Sur la route, alors qu'il est au volant, il passe plusieurs appels à Elixia. Il est alors dans les alentours de 19h15. Il lui dit « Tuer quelqu'un est plus dur que je ne le pensais ». Et il explique à Elixia que s'il a tué Angela, c'est principalement pour venger sa sœur Teki, mais qu'étonnamment, il ne se sent pas mieux et qu'en fait, il se sent pire. Paniqué, Elixia appelle la police pour signaler les faits. Stationné sur une aire de repos, Ricky l'appelle de nouveau. Il lui dit « Je ne veux pas mourir ici, il y a trop de lumière, je me sens mal à l'aise ». Entre 22h et minuit, il décide de prendre une chambre d'hôtel dans un Holiday Inn Express situé dans la ville de Blythe, toujours en Californie. Il y boit quelques bières, mange un morceau et prend une douche avant de partir. Peu après, il se gare dans l'allée d'une zone industrielle de la ville de Palo Verde. Et après un dernier appel passé à 2h du matin à Elixia, il se saisit de son arme et tire. Son corps sera retrouvé sans vie 5 heures plus tard par un riverain. Alors que les policiers sont sur les lieux à 9h49 du matin, son téléphone qu'il avait placé bien en évidence sur le siège conducteur se met à sonner. C'est le sergent Wade qui décroche. Au bout du fil, c'est une voix féminine, c'est celle d'Alexia qui demande « Est-ce qu'il est mort ?» Et apprenant sa mort, elle fond en larmes et tombe dans un état décrit comme d'hystérie totale. Le corps d'Angela sera découvert dans la foulée. Les policiers qu'Elixia avait appelés plus tôt n'avaient pas pris son appel au sérieux, comme elle ne disposait même pas de l'adresse exacte de Ricky. Angela, au moment de la découverte de son corps, était morte depuis peu, ce qui signifie qu'elle n'est pas morte tout de suite et qu'elle s'en est allée dans une terrible agonie, ayant duré plusieurs heures. Et comme elle était connue sous une fausse identité, les policiers ont mis un certain temps avant de l'identifier et de prévenir ses proches, donc son mari et sa famille. La nouvelle a fait la une des médias, mettant une nouvelle fois en lumière le fonctionnement terrible de la famille. Le personnel de Restoration Hardware de Palo Alto où travaillait Angela se souvient d'elle comme d'une personne gentille. Son patron a même déclaré « Il n'y avait rien d'effrayant chez Angela ». Les dirigeants de la famille ont quant à eux immédiatement lancé une campagne pour dénigrer leur messie défunt, le décrivant comme ayant été influencé par d'anciens membres mécontents. Et la porte-parole, Claire Borovic, a qualifié Ricky de jeune homme manifestement perturbé, exprimant une colère déplacée.
Les adeptes ont été encouragés à se manifester auprès de divers journalistes pour attester de leur bonheur. Des journalistes aux quatre coins du pays ont reçu une flopée d'emails écrits de manière quasi robotique par les adeptes, tels que « J'ai tout ce que mon cœur peut désirer et tout au long de ma vie, vivre en tant que missionnaire m'a appris de nombreuses leçons inestimables. » Ou encore « Je me considère chanceuse, plus chanceuse que d'autres femmes de 24 ans. Ayant vécu dans 15 pays différents, j'ai eu la chance de bénéficier d'un type d'éducation mondiale dont peu de gens ont eu la chance de bénéficier. » Ou encore « Je pense que les allégations d'abus dirigées contre les dirigeants de la famille sont absurdes et sans fondement. » 2 jours après le meurtre, Mark Flynn, le responsable de Ricky, a retrouvé une note manuscrite de 2 pages rédigée par Ricky qui disait « Je ne veux pas vivre dans un monde où des pervers aussi malades que ceux-là s'en tirent sans le moindre regret et nous traitent ensuite de méchants parce que nous sommes en colère. Les candidats Bush et Kerry ont déclaré à plusieurs reprises pendant la campagne électorale vouloir traquer les terroristes et les tuer. Eh bien, ma question est la suivante. Quel type de terrorisme est pire que de molester, de violer et de torturer des enfants ?» Fin de citation. Karen, quant à elle, est restée plus que jamais cachée et aucune photo d'elle n'avait encore filtré dans la presse, jusqu'à ce que 2 mois après les faits, une photo d'elle n'ait fuité sur le site antifamille xfamily.org, tenu par d'anciens adeptes. La photo avait été prise par une taupe de son entourage proche. On peut l'y voir vêtue d'une robe en soie violette, et donc, pour de nombreux membres de la famille, c'était là la première photo qu'ils voyaient de Karen en plus de 20 ans. Karen a alors riposté et créé son propre site web, RickyRodriguez.com, qu'elle a rempli de photos inédites de Ricky enfant, tout sourire et en train de jouer. Et c'était là, selon elle, la preuve qu'il avait été heureux et bien traité. Dans une note interne, Karen a dit aux partisans de la famille que les journalistes essayaient de, je cite, faire passer Ricky pour un héros et un modèle, plutôt que comme un criminel. Elle les a exhortés à ignorer les médias. Ricky a, selon elle, été, je cite, vaincu par l'ennemi et les forces des ténèbres, et que les médias exploitent cette tragédie pour détruire notre travail pour le Seigneur. Teki, qui, comme je vous le disais, n'a jamais quitté la secte, a déclaré dans une lettre être profondément perturbée par la mort de Ricky. Ricky, qui n'était pas en colère lorsqu'elle le connaissait. Borovic, la porte-parole de The Family, a déclaré que les décès d'Angela et de Ricky étaient tragiques, mais qu'il était injuste qu'Angela soit présentée comme autre chose qu'une victime. Selon elle, elle n'a jamais été la nounou de Ricky. Elle lui avait seulement rendu visite quelques fois. Concernant Ricky, elle a déclaré que la famille lui avait apporté un soutien financier et émotionnel important lorsqu'il a voulu devenir indépendant. Et enfin, elle a, comme je vous le disais, comparé son éducation à celle d'une colonie nudiste, ni plus ni moins. Et selon elle, la famille n'a jamais nui aux enfants. Selon Don Latin, journaliste et auteur d'un livre sur la famille et qui a passé 2 ans à étudier les motivations de Ricky, la famille est l'une des sectes les plus horriblement abusives et destructrices de l'histoire américaine. Et Ricky était une bombe à retardement prête à exploser car il présentait des tendances agressives et ressentait de la culpabilité concernant les abus subis par les autres victimes. La mort de Ricky Rodriguez a porté le total des morts de jeunes majeurs à 30. 29 jeunes adultes avaient également avant lui fait le choix d'en finir car incapables de vivre en société et probablement marqués au plus profond de leur être par ces abus qui étaient légion au sein de la famille. Dans son malheur, Ricky a eu ce qu'il voulait. Sa vie et sa mort ont grandement contribué au déclin de la famille. Il a réussi à forcer les dirigeants à interdire toute forme d'abus. Et même si on pense qu'ils n'ont jamais vraiment pris fin, on sait qu'ils ont été considérablement réduits. Et sachant qu'au moment du scandale, nombre d'adeptes ont fui la secte. Ricky leur a comme ouvert les yeux. Voilà. C'était l'histoire de Ricky. L'histoire de ses sœurs et plus largement d'un mouvement dirigé par un prédateur de la pire espèce. Et c'est triste de constater que Berg s'en est sorti sans avoir passé ne serait-ce qu'1 jour en prison. Idem pour Karen, qui l'a aidé à diriger cette secte et qui a facilité cette ère d'hypersexualisation infantile. Elle est là, quelque part, dans le monde, et continue de diriger les quelques adeptes restés dans le mouvement. Enfin, quelques adeptes, il y en a quand même pas mal. Avant de partir, Ricky n'espérait qu'une seule chose, venir la hanter dans une autre vie ou que quelqu'un ne reprenne le flambeau pour l'éliminer. Enfin, eh bien à l'heure actuelle, ça n'est encore jamais arrivé. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de nous avoir
suivi. Merci également à notre sponsor qui nous a permis de pouvoir longuement travailler ce sujet ô combien difficile. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si le sujet vous a plu, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.